Et puis donc, juste rappeler quand même en préalable que ce dont je vais parler, la lente sortie de l'isolement de Fidelio, je n'y ai pas participé, j'ai juste fait un travail d'analyse de pratique avec l'équipe. Je suis donc, pour partie, seulement leur porte-parole. Travail d'analyse de pratique qui avait pour mission de mettre en lisibilité leur stratégie, leur démarche de soins, principalement pour qu'ils puissent l'observer, parce que regarder sa pratique, c'est commencer à développer des compétences. Alors, qui est Fidelio ? Si on regarde son dossier, on nous dit que Fidelio présente des traits psychotiques et des troubles caractériels graves avec retard intellectuel, troubles d'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites. Bien, tout ça parle à tout le monde, j'imagine. Mais on nous dit aussi que c'est un habitué des passages à l'acte agressifs de type morsure, qui va générer autour de lui une image très enquistée de dangerosité, bien au-delà d'ailleurs du service dans lequel il est hospitalisé. Avec son histoire de vie est une fuite de placement en institution et de comportement violent. Donc, image très enquistée de dangerosité liée à ce type de passage à l'acte très particulier, morsure, donc avec, autour de tout ça, vous imaginez bien, des fantasmes d'arrachement de chair, voire de cannibalisme. C'est absolument pas le cas, bien entendu, néanmoins beaucoup de fantasmes et donc une image, comme je le dis, très enquistée de dangerosité. Alors, une première phase d'évolution, Fidelio arrive à l'hôpital, au centre psychothérapie de Laxou autour de 20 ans. Il en a 45 aujourd'hui, hein, c'est ça, je crois. Un enfermement quasi permanent pendant une quinzaine d'années, avec cette particularité qu'il accepte pleinement cet enfermement, dans une chambre d'isolement donc, particulière puisqu'elle est aménagée. C'est une chambre d'isolement, on va dire, humanisée, une sorte de petit studio qui est à sa disposition, duquel il ne sort jamais, mais duquel il ne demande jamais à sortir. Donc on lui rend visite, on lui amène à manger, on lui amène du linge, on nettoie sa chambre, toujours par deux, du fait de cette image extrêmement enquistée de peur, voire de terreur qui peut inspirer. Et puis un jour, un renouvellement dans l'équipe amène à des tentatives de rupture de cet isolement. Alors renouvellement dans l'équipe, c'est pas parce que les gens qui arrivent sont plus jeunes, mais en tout cas ils ont un regard différent qui va questionner cet isolement d'un personnage plutôt calme, tout compte fait, qui ne devient dangereux ou en tout cas inquiétant qu'à partir du moment où on lui refuse quelque chose. Néanmoins, ils vont tenter une démarche de socialisation. Alors, on vous parlera tout à l'heure de la démarche, effectivement, mais bien sûr, ça suscite beaucoup de débats. Il faut le sortir. On essaie de le sortir de sa chambre, alors qu'il ne demande rien, mais il accepte d'aller voir ce qui se passe dehors. Donc, il va progressivement, tout ça se passe au fil de mois et d'années, bien entendu, côtoyer les autres patients, participer même à des sorties, dans le service et au-delà, ce qui met en émoi des professionnels de l'établissement qui voient ce patient-là que tout le monde connaît, dont tout le monde connaît plus ou moins la figure, l'histoire, et qui inquiète un peu tout le monde. Il va quand même rester de longs moments dans sa chambre, enfermé, mais à sa demande, parce qu'il semble avoir besoin du caractère contenant de cette dernière. Il reste un personnage qui fait peur et dont on se méfie. Et puis, une seconde phase d'évolution, à la faveur d'une fusion de services, comme ça se passe aujourd'hui beaucoup dans nos institutions, Fidelio donc va changer de service. Et la question se pose de savoir s'il faut reconduire cette hospitalisation particulière, cette chambre d'isolement aménagée ou pas. Il est décidé que non, après de longs débats, et donc il sera un patient comme un autre avec une chambre, point. Et lors des séances de pratique que j'ai réalisées avec ces professionnels, donc quelques années plus tard, certains en parlent de Fidelio comme un nounours, donc avec quelque chose d'affectif ou d'affectueux dans le discours, un nounours avec lequel une certaine prudence s'impose toujours, mais avec qui une certaine confiance s'est installée. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer ? Juste comme ça, Fidelio, c'est un petit personnage, un petit bonhomme, très massif, avec une force physique impressionnante, qui tout compte fait a l'air plutôt bonhomme quand on le voit, mais bien entendu, quand on pense aux traces de dents qu'il a pu laisser sur certaines chairs, on le voit un peu différemment. Donc une dynamique qui s'est élaborée progressivement en alternant des moments d'action et de réflexion, agir et penser ce que l'on fait, de motivation et de doute, on n'est pas toujours heureux de ce que l'on fait, d'élan collectif et bien sûr d'initiatives individuelles, corrélées, mises en sens, on vous en parlera juste après, et puis bien sûr des moments de progrès et de régression. La mise en lisibilité de cette dynamique, donc je vous l'ai dit, plusieurs séances d'analyse de pratique, mais elle fait apparaître 4 grands chantiers. Un travail sur la frustration, sur l'intersubjectivité, ou plutôt sur le risque d'une intersubjectivité, sur une ouverture existentielle sur le futur, et un travail sur les représentations mutuelles, tout ça inscrit dans l'informel et dans un projet collectif. Alors, premier chantier, l'accompagnement de la frustration. Tout ça, c'est mis en œuvre
à partir d'une analyse, d'une mise en sens, les passages à l'acte de Fidelio, ces morsures, étaient toujours occasionnés par des refus. Bien sûr parce qu'il était caractériel, on l'a vu dans son dossier, parce qu'il était intolérant à la frustration, mais on l'a compris aussi parce qu'il devait être, certainement, c'est une supposition, prisonnier du présent. Il était, je reprends une formule de Nietzsche, attaché court au piquet de l'instant. Il fallait le satisfaire immédiatement ou gérer la crise. Pour lui, le tout à l'heure, l'un plus tard n'était pas possible. Il était prisonnier du présent, un présent répétitif, immuable, toujours le même peut-être. Donc l'idée était de lui permettre de supporter l'attente, donc d'accepter la frustration, en lui proposant de combler cette attente, donc de rendre possible ce futur éventuellement par une présence. Donc un échange, moment d'attente contre moment de présence. Bien sûr, ça n'a été envisageable une fois qu'on a pu constater un certain changement chez Fidelio, une fois qu'on l'a vu qu'il pouvait sortir, que son côtoiement était possible, qu'il n'était pas qu'un monstre arracheur de chair, mais qu'il était aussi un sujet, un individu comme un autre. Et donc la dynamique d'évitement et de protection, c'est-à-dire de distance qui avait prévalu pendant des années, avait commencé à être modifiée. Donc on pouvait penser qu'on pouvait passer un moment avec lui, que le contact était devenu possible. Et Fidelio a trouvé l'échange gratifiant. Mais pour que ces moments de présence soient féconds, il fallait prendre le risque de l'intersubjectivité, oser l'intersubjectivité. Et j'ai pris une définition de Daniel Stern. L'intersubjectivité est une forme de pénétration mutuelle basée sur une disposition naturelle à ressentir dans notre propre corps ce que les autres ressentent, c'est-à-dire sur l'empathie. À ressentir dans notre propre corps ce que les autres ressentent. Et cette image de capacité à ressentir dans notre corps ce que ressent Fidelio, quand on sait le lien au corps qu'on peut avoir avec lui, rappelez-vous les morsures, eh bien évidemment, il y a quelque chose contre lequel il fallait absolument lutter, c'était la peur, tout simplement. Pour Fidelio, chaque refus générant de la colère n'a plus été pris en compte dans un ressenti isolé, personnel, mais dans une expérience intersubjective. Et cette stratégie de la frustration accompagnée a permis à Fidelio de maîtriser, nous semble-t-il, les mouvements affectifs liés au refus de la satisfaction. Cette intersubjectivité, elle a été mise en œuvre d'une certaine manière, et pour la penser, on a travaillé avec une base, et cette base-là, cette capacité, tentative de mise en mots de cette intersubjectivité, de sa forme, pour ce faire, on a utilisé les fonctions du soin informel que nous proposent Jean-Paul Lantin et Sophie Tchucriel, cette mine d'or conceptuelle. Et donc j'en ai noté quelques-unes, un travail d'apaisement bien sûr, donc une présence rassurante, un travail de bordage, je n'y vois rien parce que c'est une pochette de couleur, voilà. Un travail de bordage, c'est le fait de contenir le tas de quelqu'un d'autre dans le dialogue, donc de mettre des mots sur ce qu'il est en train de vivre, puisqu'il y a pénétration mutuelle, ressenti de l'autre grâce à l'intersubjectivité. Il s'agit de lui proposer de circonscrire ce qu'il vit d'un point de vue existentiel, émotionnel, de le circonscrire par un mot, tout simplement. Tu as peur, tu es énervé, c'est pénible ici, sortons, etc. Travail de dérivation, orienter la charge pulsionnelle vers une autre scène, aller vers ailleurs, accompagner vers un ailleurs un peu plus apaisant, d'hypostimulation. Fidelio, on refuse quelque chose à Fidelio, il commence éventuellement à verser vers l'agir, il s'agit de ne pas rajouter, du fait de l'excitation éventuelle d'un service, de ne pas rajouter de la stimulation, de l'énervement, de la tension, qui pourrait, là, cette fois-ci, le laisser verser vers l'agir. Globalement, cette intersubjectivité, elle s'est mise en œuvre dans un travail permanent d'adaptation microscopique à l'état affectif ressenti par les soignants de Fidelio. On a dépassé un peu la moitié. Je le savais, je le craignais. Il me reste encore 25 minutes, ça ne va pas le faire. Hein. Je finis là-dessus. Ce travail-là a permis d'offrir à Fidelio la possibilité de développer une deuxième dimension temporelle dans son existence. Rappelez-vous, il était prisonnier de l'instant, attaché court au piquet de l'instant. Il a pu verser vers le futur. Donc cette expansion temporelle, couplée à une expansion géographique, spatiale. Rappelez-vous, il était prisonnier de sa chambre, même volontaire. Il a ouvert son existence sur le service et même sur l'extérieur du service. Donc, expansion, élargissement temporel, élargissement spatial. Peut-être tout ça a-t-il occasionné un élargissement psychique, mental, un élargissement de sa capacité à penser. Je vais laisser la place à la cadre de santé qui a orchestré pour partie
ce travail-là. Donc moi j'interviens à la deuxième phase, au niveau de la deuxième phase d'évolution de Fidelio, au moment de la fusion de ces deux services et de la création de ce nouveau service de soins, de réhabilitation, avec une dynamique de projet de réhabilitation fortement revendiquée, un projet de soins travaillé en équipe pluridisciplinaire avec des professionnels soignants volontaires, et puis bien évidemment avec une définition de valeurs partagées. Une volonté de créer un service spécifique de réhabilitation avec la mise en œuvre d'outils spécifiques de réhabilitation, donc de la remédiation cognitive, du développement des habiletés sociales et de la psychoéducation. Ce nouveau service était censé accueillir des personnes psychotiques stabilisées, hospitalisées au long cours, nécessitant un accompagnement afin de développer des habiletés de la vie quotidienne et sociale qui leur permettraient un accueil en structure médico-sociale ou en appartement individuel ou collectif. Bien évidemment, Fidelio ne correspond pas a priori à ce profil, mais néanmoins il doit être accueilli sur la structure parce qu'aucun service de l'établissement n'a souhaité l'accueillir au regard des représentations qui ont été évoquées auparavant. Une chambre spécifique lui est donc aménagée. Quand je parle de chambre spécifique, c'est une chambre sécurisée dans laquelle le lit est scellé au sol, les prises de courant sont protégées et les sanitaires spécifiques avec aucun cordon de douche qui dépasse. Enfin, voilà, vous connaissez. La dynamique du projet de réhabilitation pour servir de guide aux pratiques de soins, c'était avant tout penser un projet de vie pour chaque patient et définir le projet de soins en fonction du projet de vie qui avait été décidé pour chaque patient. Il a été question, bien évidemment, pour Fidelio de lui définir un projet de vie. Fidelio, on l'accueillait, même s'il n'avait absolument pas le profil des autres patients. Et du coup, moi, ma volonté, ça a été de pouvoir l'accueillir et de pouvoir prendre soin de lui de la même manière que les autres patients. Donc, il a été question très rapidement de définir un projet personnel, un projet de vie pour ce patient. Pour lui, ça a été, en fonction des compétences que nous avions pu cerner chez lui, on s'est dit, Fidelio va pouvoir intégrer une masse. Bien évidemment, il a été question de solliciter une orientation MDPH pour soutenir le projet, s'appuyer sur des valeurs et notamment la valeur de citoyenneté qui est une valeur très forte en réhabilitation, et de mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de ce projet. Je passe un peu vite. Penser un projet, donc toutes les actions de soins proposées doivent permettre l'atteinte du projet de vie imaginé. Pour Fidelio, en l'occurrence, nos objectifs ont été très humbles au départ, très humbles mais néanmoins importants. Il s'agissait de faire un travail sur la sociabilisation. Donc il s'agissait à tout prix de permettre à Fidelio d'intégrer un groupe de patients, et notamment on s'est beaucoup servi d'ateliers de médiation pour l'obliger à petit à petit augmenter son temps de présence et de concentration dans chaque groupe, et surtout à développer des relations et des moyens de communication avec les autres patients et également avec les soignants. Des valeurs partagées, bien évidemment. Je parlais tout à l'heure de la valeur de la citoyenneté, des valeurs éthiques qui ont été vraiment revendiquées et dont toute l'équipe était porteuse, des valeurs de soins qui remettent en cause l'isolement et la contention et obligent à questionner les pratiques. Et reconnaître la citoyenneté à un patient oblige à un autre regard et à modifier les pratiques de soins. Nous étions service de réhabilitation. Volontairement, nous n'avons pas souhaité que soit installée une chambre d'isolement dans notre service.
Donc Fidelio, effectivement, il venait d'un service où il était isolé, même s'il était plus isolé en permanence, mais il était isolé quotidiennement certaines heures dans la journée. On s'est dit, nous, on ne souhaite pas qu'il y ait une chambre d'isolement dans ce service et on va devoir trouver des alternatives à l'isolement de Fidelio. Alors j'ai eu la chance pour faire fonctionner ces valeurs qui avaient été revendiquées, de travailler avec un médecin, de former un binôme médecin-cadre, et ça je pense que c'est vraiment essentiel dans une dynamique de projet de soins, de former un binôme médecin-cadre qui étions vraiment porteurs de ces valeurs-là et qui étions prêts. En tout cas, moi j'avais un peu plus de disponibilité que le médecin psychiatre avec lequel je travaillais, mais nous étions prêts vraiment à accompagner cette équipe dans ce sens-là. L'accompagnement, il consiste en quoi ? Eh bien, il consiste surtout à faire de l'isolement, à faire prendre conscience à l'équipe que l'isolement, finalement, c'est aussi une contrainte pour l'équipe. C'est une contrainte pourquoi ? On l'a vu tout à l'heure lors des interventions, parce qu'il y a beaucoup de protocoles et de procédures à respecter, qu'il y a des registres d'isolement à renseigner, qu'il y a des feuilles de surveillance et une traçabilité à renseigner, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, faire de ces protocoles et de ces procédures une contrainte, ça permet aussi, à un moment donné, de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place de différent pour éviter d'avoir toutes ces contraintes-là à supporter. La citoyenneté, donc, elle est le principe fondamental de la réhabilitation et elle consiste à octroyer les mêmes droits et les devoirs à chacun. Il s'agissait de faire d'un patient asocial une personne sociable et il s'est agi aussi de balayer les représentations antérieures pour faire naître de nouvelles représentations. Donc, dans cette équipe de soins qui travaillait dans ce nouveau service, travaillaient donc des personnes qui avaient une connaissance antérieure de Fidelio et d'autres personnes, c'était à peu près moitié-moitié dans la constitution de l'équipe, qui n'avaient aucune connaissance de lui et qui n'avaient que des représentations, donc des on-dit de ce qu'on avait pu entendre dire de la légende de Fidelio dans cet établissement. Il reste quelques minutes, 2, 3... J'ai bientôt fini. Oui, d'accord, j'active. Ok. Une remise en cause des pratiques habituelles. Il a été question d'utiliser des espaces de vie et de soins partagés, de participer à des activités thérapeutiques et occupationnelles et de s'ouvrir sur l'extérieur et participer à la vie de la cité. Pour exemple, alors ce sont des petites choses toutes simples, jamais Fidelio n'était allé choisir des vêtements dans un magasin. C'était soit ses parents, soit les infirmiers qui allaient lui acheter des vêtements. Jamais Fidelio n'était allé chez le coiffeur. Et être citoyen, c'est être en capacité de sortir pour choisir ses vêtements et d'avoir une coupe de cheveux faite par un professionnel et pas par un soignant. Les soignants ne sont pas coiffeurs. Voilà, ce genre d'exemple. Et puis, Fidelio, d'emblée, a été inclus dans le groupe, c'est-à-dire qu'il a mangé en salle à manger avec tout le monde. Il partageait sa table avec d'autres personnes. Ça aussi, c'était quelque chose de nouveau. Très rapidement, enfin voilà, Fidelio donc nous avons fait le choix dans ce service de donner libre accès à toutes les pièces du service à tout le monde. Fidelio également avait libre accès à toutes les pièces du service, c'est-à-dire qu'il avait une chambre qui était en permanence ouverte et dans laquelle il pouvait aller se réfugier. Alors, au début, les professionnels ont dit « Oui, mais alors Fidelio, il a besoin d'être enfermé certains moments dans la journée. » Non, Fidelio, s'il a besoin, il doit pouvoir y aller seul. Et ce n'est pas à nous, soignants, de décider quand il a besoin d'aller s'isoler. Ce qui a très bien fonctionné d'emblée. Fidelio ayant accès libre à sa chambre, par moment, il est allé lui-même se réfugier dans sa chambre quand la tension du service était trop importante pour lui. Donner du sens aux actions, c'est créer des espaces de parole où les expériences peuvent être pensées, élaborées, discutées, commentées après coup. C'est permettre à chacun d'exprimer son point de vue, ses désaccords, ses craintes, ses expériences. Et c'est chaque jour que ces expériences doivent être commentées pour qu'elles s'ancrent
dans la réalité d'un possible. Et quand il faut prendre une décision, quelle qu'elle soit, elle se fait toujours au regard du projet de vie du patient. Un exemple aussi très concret, je me suis rendu compte, parce qu'en fait, dans les pratiques habituelles, les pratiques étaient tellement ancrées, je me suis rendu compte très rapidement que même si Fidelio n'était plus enfermé, que la nuit, sa chambre était fermée à clé. Et donc, l'intérêt de donner du sens aux actions, c'est pourquoi vous enfermez Fidelio? Est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il se réveille la nuit? Est-ce qu'il demande à sortir de sa chambre? Et quand on vous répond non, ben forcément, vous ne pouvez pas dire autre chose. Mais quel est l'intérêt de fermer sa chambre à clé? Donc, je vous demande de laisser sa chambre ouverte. C'est comme ça, petit à petit, que les pratiques ont pu évoluer en donnant du sens aux actions et en questionnant. Donc, tous les jours, j'ai envie de dire, le rôle du cadre, c'est d'être présent tous les jours, c'est donner les moyens de mettre en œuvre les décisions qui sont prises, c'est s'intéresser sur ce qui se passe dans le service, c'est sur le comportement du patient, mais surtout comment l'équipe réagit et comment chaque soignant appréhende les réactions du patient et ce qui lui est proposé. C'est inviter à débattre, c'est réajuster si besoin, c'est donner confiance, c'est permettre l'audace et c'est donner la possibilité d'un repli si besoin. Si on est allé trop vite, on peut aussi revenir en arrière. Donc le rôle du cadre, j'en ai terminé, c'est questionner les pratiques pour les faire évoluer, amener à des prises de décision consensuelles, amener l'équipe à faire le choix d'alternatives à l'isolement, être le garant du respect du projet de soins du patient et des décisions prises, rassurer en mettant les moyens matériels et humains à disposition, en assumant les responsabilités, ça c'est important, et valoriser régulièrement l'accompagnement qui est effectué au quotidien. Pour conclure, le passage d'un lien sélectif à la généralisation des capacités relationnelles de Fidelio, quel que soit son interlocuteur, lui a permis d'obtenir les habiletés sociales nécessaires à l'intégration d'une masse. Il a quitté notre service en septembre 2017. Je vous remercie.